Bonjour, donc bienvenue à la présentation prélèvement à la source. On souhaitait vous faire une petite présentation sur le prélèvement à la source. C'est vrai que c'est une mesure complexe qui va être mise en place au 1er janvier 2019 et dans certains cas, dès juillet de cette année, il va falloir prendre certaines décisions par rapport au taux neutre, etc. Ça nous semblait important de vous présenter en gros le dispositif du prélèvement à la source. Alors, vous vous en rappelez sans doute, c'est voilà, c'est une réforme qui a été annoncée par le président de la République, François Hollande, le 19 mai 2015. Donc, c'est vraiment la grande réforme de la fin de son quinquennat. Au cours de l'élection présidentielle, certains candidats s'étaient prononcés en faveur de la suppression de ce dispositif, notamment François Fillon. Finalement, c'est Emmanuel Macron qui est devenu président de la République et il a souhaité maintenir cette réforme. Mais en revanche, le report a été, il y a eu un report de l'entrée en vigueur puisque cette entrée en vigueur était prévue au 1er janvier 2018 et finalement l'entrée en vigueur a été reportée au 1er janvier 2019. Dans le cadre de la loi de finances de cette année, il y a eu quelques ajustements techniques apportés au prélèvement à la source, mais finalement on a très peu de modifications. La réforme telle qu'elle avait été envisagée sous le quinquennat de François Hollande reste applicable en quasi-totalité. Alors, les objectifs de la réforme. Donc, le premier objectif, c'est de supprimer le décalage d'un an entre la perception du revenu et le paiement de l'impôt, afin notamment de réduire les difficultés de paiement en cas de variation de revenus ou de changement de situation. En effet, aujourd'hui, si je prends l'exemple de cette année, le tiers provisionnel que vous avez payé en février 2018 concerne en fait l'impôt sur les revenus 2017. Donc il y a effectivement un décalage d'un an entre la perception du revenu, celui de 2017, et le paiement de l'impôt qui a lieu un an plus tard. L'autre objectif de la réforme est de moderniser le recouvrement de l'impôt, puisqu'effectivement la France est le seul pays de l'OCDE avec la Suisse à ne pas prélever l'impôt à la source. Tous les autres pays de l'OCDE ont ce dispositif de prélèvement à la source qui est perçu comme une façon moderne de recouvrer l'impôt. Et l'autre objectif affiché, c'est une simplification pour les contribuables, puisque, selon la communication faite par le gouvernement, ça va leur permettre de moduler plus facilement les prélèvements, etc. Alors, au niveau de la simplification pour les contribuables, c'est vrai que quand on regarde la réforme, l'atteinte de cet objectif n'est pas évidente. Puisqu'effectivement, du point de vue des contribuables, il va quand même devoir y avoir un certain nombre d'ajustements et, à mon sens, la simplification n'est pas atteinte. Donc voilà pour les objectifs de la réforme. Alors cette réforme est vraiment une réforme du versement des acomptes provisionnels et de la mensualisation. C'est une réforme du mode de recouvrement de l'impôt. Mais en revanche, toutes les règles de calcul de l'impôt sur le revenu telles que vous les connaissez avec la progressivité, la familiarisation, l'imputation des réductions et crédits d'impôt, toutes ces règles ne sont absolument pas modifiées. Et on aura toujours l'obligation de déposer une déclaration en N+1. La seule chose finalement qui est modifiée, c'est vraiment le recouvrement de l'impôt. Ce ne sont plus les contribuables eux-mêmes qui vont verser l'impôt, mais cet impôt sera prélevé, donc soit par un tiers collecteur pour les retraites, les salaires, etc., ou bien par l'administration fiscale elle-même sur le compte bancaire du contribuable pour tous les revenus entrants dans la compte contemporain. Donc concernant le calendrier de la réforme, donc comme je vous le disais, la mise en œuvre est prévue à compter du 1er janvier 2019 et on a un mécanisme de transition qui est prévu pour 2018. Donc, puisqu'effectivement, en raison du décalage actuel d'une année entre la perception du revenu et le paiement de l'impôt, eh bien, en l'absence de mesures de transition, le contribuable aurait été susceptible, au cours de l'année 2019, de devoir payer à la fois son impôt sur le revenu 2018, donc via le système des acomptes provisionnels et de l'avis d'impôt sur le revenu 2018, et également celui de 2019 via des prélèvements à la source, notamment sur les salaires. Donc pour éviter un double paiement de l'impôt, à compter du 1er janvier 2019, il a été décidé que le contribuable n'acquittera plus que le prélèvement à la source sur le revenu 2019. Donc
toutes les mensualités ou les tiers provisionnels qui auraient normalement dû être payés au titre des revenus 2018 au cours de l'année 2019 n'auront pas lieu. Vous ne recevrez pas d'avis de tiers provisionnel. Et par contre, vous aurez quand même l'obligation de déposer une déclaration d'impôt sur le revenu 2018. Vous recevrez un avis d'impôt sur le revenu 2018 en septembre 2019. Mais dans le cadre de cet avis d'impôt, une partie, en tout cas, de l'impôt sera annulée via un crédit d'impôt, modernisation et recouvrement. Je dis une partie seulement parce qu'évidemment, tous les revenus n'entrant pas dans le champ du prélèvement à la source, eh bien, l'impôt ne sera pas annulé puisqu'on n'a pas cette mesure de transition. Et par ailleurs, il y a des mesures anti-optimisation qui ont été mises en place par le gouvernement et qui fait que dans certains cas, notamment en cas de perception de revenus dits exceptionnels, eh bien, le crédit d'impôt n'annulera pas tout l'impôt dû au titre de 2018. Donc, potentiellement, on a quand même un petit double paiement d'impôt en 2019 pour les revenus 2018 et les revenus 2019. Donc voilà pour le mécanisme de transition. Donc d'un point de vue au niveau de l'impôt sur le revenu 2018, donc effectivement dans le cadre de l'avis d'impôt que vous recevrez en septembre 2019, vous aurez du coup 3 cas. C'est-à-dire que soit l'impôt sur le revenu 2018 sera positif et devra être acquitté. Donc ce sera le cas si le contribuable a perçu au cours de l'année 2018 des revenus n'entrant pas dans le champ du prélèvement à la source ou des revenus exceptionnels, puisqu'effectivement, ces revenus ne font pas l'objet d'une annulation de l'impôt. L'impôt sur le revenu 2018 pourra également être nul, c'est-à-dire que dans ce cas-là, il aura été intégralement annulé via le crédit d'impôt modernisation et recouvrement si le contribuable n'a perçu au cours de l'année 2018 que des revenus non exceptionnels et qui entrent dans le champ du prélèvement à la source. Il pourra même être négatif si le contribuable a perçu des revenus non exceptionnels et par ailleurs a sollicité dans le cadre de sa déclaration d'impôt sur le revenu 2018 le bénéfice de remboursement ou de crédit d'impôt. On nous a clairement précisé que les crédits d'impôt et les réductions d'impôt seraient remboursés pour l'année 2018. Donc même si vous avez une annulation de votre impôt sur le revenu 2018, vous bénéficierez quand même des réductions et crédits d'impôt. Donc, on va rentrer dans le détail de la réforme du prélèvement à la source et notamment donc la question de savoir quels sont les revenus qui entrent dans le champ du prélèvement et quels sont ceux qui n'y entrent pas. Parce qu'effectivement, le prélèvement à la source ne concerne en réalité pas tous les revenus perçus par le contribuable. En réalité, on a un certain nombre de revenus qui ne sont pas pris en compte pour le prélèvement à la source, donc qui sont hors du champ de cette réforme. Et ça concerne certains revenus assez importants, par exemple les intérêts et les dividendes. Donc les revenus entrant dans le champ du prélèvement à la source sont en substance tous les revenus salariaux et de remplacement, donc les retraites notamment, les pensions, les rentes viagères, les revenus des travailleurs indépendants, donc BIC, bénéfices industriels et commerciaux, BNC, bénéfices non commerciaux, BA, bénéfices agricoles, et tous les revenus fonciers. Donc ça, ce sont vraiment les 5 catégories de revenus entrant dans le champ du prélèvement à la source. Sont par contre exclus de la retenue ou de l'acompte contemporain, donc du prélèvement à la source de manière générale, tous les avantages et rabais sur stock option, les avantages sur actions gratuites, distribution et gains afférents à départ ou action de carried interests, les gains de cession de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise, tout ce qui est indemnité pour préjudice moral perçu sur décision de justice, également les revenus de sources étrangères ouvrant droit à un crédit d'impôt en application d'une convention fiscale. Donc ça signifie les revenus de sources étrangères qui sont imposables à l'étranger, ne font pas l'objet d'un prélèvement. On a également tout ce qui est plus-value immobilière. Donc, plus-value immobilière, pourquoi? Puisque pour ce type de revenu, on a déjà un prélèvement qui est en place, puisque au moment de la réalisation de la plus-value immobilière, le notaire prélève déjà 19% d'impôts. Et voilà, le gouvernement n'a pas souhaité remettre en cause ce prélèvement qui était déjà en place. Les plus-values sur cession de valeur mobilière n'entrent pas non plus dans le champ du prélèvement, ainsi que les revenus de capitaux mobiliers, dividendes et intérêts. Mais pour ces revenus, en réalité, il y a également déjà un système de prélèvement en place actuellement. C'est ce qu'on appelle le prélèvement, enfin, ce qui était le prélèvement forfaitaire non libératoire et qui est maintenant le prélèvement forfaitaire unique.
de 12,8% sur les dividendes et intérêts. Donc les revenus pour lesquels on avait déjà un prélèvement en place n'ont pas été remis en cause et n'entrent pas du coup dans le champ du prélèvement à la source. On aurait pu penser que le gouvernement aurait pu intégrer ces revenus au dispositif du prélèvement pour avoir une uniformité, mais ce n'est pas le cas. Il a laissé les régimes de prélèvement particuliers qui étaient déjà en place. Idem pour les revenus déjà soumis au prélèvement à la source prévus aux articles 182A, 181 bis et 182B du CGI. Donc là, il s'agit notamment des revenus, donc des salaires de source française perçus par des non-résidents qui sont déjà soumis à retenue à la source aujourd'hui. Voilà pour les revenus exclus du champ du prélèvement. Alors, quand on parle de prélèvement à la source, en réalité, il y a deux types de prélèvements. Il y a deux formes de prélèvement. Il y a la retenue à la source, qui est celle opérée par l'employeur ou l'organisme versant, donc par le tiers collecteur, et l'acompte contemporain, qui est liquidé par l'administration fiscale d'après les derniers éléments de taxation connus et prélevés sur les comptes bancaires des contribuables. Alors pourquoi ces deux formes de prélèvement? Parce que en fait, le prélèvement à la source concerne deux types de revenus. Il concerne tout d'abord des revenus comme les salaires, les retraites, pour lesquels on a ce qu'on appelle un tiers collecteur. Par exemple, pour les salaires, ça va être l'employeur qui va être le tiers collecteur et qui va pouvoir prélever à la source l'impôt et le reverser à l'administration fiscale. L'acompte contemporain, lui, en pratique, concerne les revenus pour lesquels on n'a pas de tiers collecteur. Donc, par exemple, tout ce qui est bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles, pour lesquels, en fait, il n'y a que le contribuable qui peut verser à l'administration fiscale l'impôt. Il n'y a pas de tiers collecteur et idem pour les revenus fonciers, on n'a pas de tiers collecteur. Donc, dans ces cas-là, il est prévu que ce soit l'administration fiscale qui va prélever directement l'impôt sur le compte bancaire du contribuable. Et dans ce cas-là, on parle d'acompte contemporain. Donc la retenue à la source va concerner en pratique tout ce qui est salaire, donc y compris les salaires de source étrangère lorsqu'ils sont versés par un débiteur établi en France, sauf si bien sûr ces salaires bénéficient d'un crédit d'impôt en vertu d'une convention fiscale, ce qui signifie qu'en fait les revenus sont imposables dans l'autre pays. Les pensions, à l'exception des pensions alimentaires, donc tout ce qui est pension de retraite, et les rentes viagères à titre gratuit. Donc finalement les revenus pour lesquels on a un tiers collecteur. L'acompte contemporain, lui, va concerner les revenus pour lesquels on n'a pas de tiers collecteur, donc les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices non commerciaux, les bénéfices agricoles, les revenus fonciers, les rentes viagères à titre onéreux, les pensions alimentaires et également les revenus des gérants et associés visés à l'article 62 du CGI, des fonctionnaires chercheurs, des agents généraux d'assurance, des écrivains, compositeurs et artistes. Donc, lorsqu'ils suivent, alors oui, petite précision concernant les prélèvements sociaux, lorsqu'ils suivent les mêmes modalités de recouvrement que l'impôt sur le revenu, donc notamment pour tout ce qui est revenus fonciers, les prélèvements sociaux de 17,2% vont donner également lieu au prélèvement et calculés selon les mêmes règles que l'acompte. Donc ça signifie que, par exemple, pour les revenus fonciers, mais également pour les bénéfices agricoles, bénéfices industriels et commerciaux et bénéfices non commerciaux autres que ceux soumis à CSG, CRDS sur les revenus d'activité. Donc c'est notamment le cas de tout ce qui est BA, BIC, BNC pour les activités non professionnelles. Et bien dans ce cas-là, la CSG-CRDS sera aussi liquidée via l'acompte contemporain, c'est-à-dire via le système du prélèvement à la source. Ça concerne également tout ce qui est rente viagère à titre onéreux. Concernant l'assiette du prélèvement, alors quand on parle d'impôt, on a toujours deux points très importants. On a l'assiette, c'est-à-dire la base sur laquelle l'impôt va être prélevé, et ensuite le taux, donc le taux qu'on va appliquer sur cette base. Donc c'est ce qu'on va voir dans le cadre des slides suivants. Donc au niveau du prélèvement à la source, la réforme définit quelle va être l'assiette du prélèvement à la source et le taux du prélèvement à la source. Alors concernant tout d'abord l'assiette du prélèvement à la source, en fait, du point de vue de la retenue à la source, on vous a dit que c'est le montant net imposable à l'impôt sur le revenu, des sommes versées et des avantages accordés avant déduction des frais professionnels. Donc frais professionnels qui sont d'un point de vue forfaitaire de 10%, ou bien on peut mettre en avant les frais réels. Donc on se rend compte que pour la retenue à la source, l'assiette du prélèvement à la source est supérieure
à celui de l'impôt sur le revenu. Pourquoi? Parce que dans votre déclaration d'impôt sur le revenu, quand vous avez des salaires, il va y avoir automatiquement l'application des frais professionnels, donc soit réels, soit pour un montant forfaitaire de 10%, et qui sont déduits, et ensuite on calcule l'impôt à la source. Donc la base du prélèvement à la source est a priori plus élevée que pour le paiement de l'impôt, donc ça signifie qu'on paie a priori plus. Néanmoins, en réalité, c'est pas totalement le cas puisque l'assiette est plus élevée, c'est vrai, mais ensuite au niveau du calcul du taux du prélèvement, là on a un rattrapage et les frais professionnels de 10% sont en réalité pris en compte. Voilà, mais au niveau de l'assiette elle-même, si on s'intéresse uniquement à l'assiette, eh bien effectivement, on se rend compte que l'assiette est supérieure. Au niveau des acomptes contemporains, l'assiette c'est le montant des bénéfices ou revenus imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu, la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi. Et donc là, on voit qu'entre la retenue à la source et l'acompte contemporain, au-delà du fait que dans le cas de la retenue à la source, on a un tiers collecteur, ce qui n'est pas le cas pour l'acompte contemporain, il y a aussi une différence fondamentale entre ces deux revenus, c'est-à-dire que la retenue à la source, par exemple, si on prend l'exemple des salaires, eh bien effectivement, au 1er janvier 2019, donc en janvier 2019, le premier prélèvement à la source aura pour assiette le net imposable de janvier 2019. Donc l'assiette de la retenue à la source et l'assiette actuelle, c'est-à-dire les salaires actuellement versés. Pour l'acompte contemporain, en fait, ce n'est pas le cas, puisque effectivement en janvier 2019, si je prends l'exemple des revenus fonciers, les revenus fonciers du contribuable de janvier 2019 ne sont pas encore connus, puisque le contribuable n'a pas encore déposé de déclaration d'impôt sur le revenu. Et donc, dans ce cadre-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre les derniers revenus connus. Donc, en janvier 2019, les derniers revenus fonciers connus seront les revenus fonciers de l'année 2017, suite à la déclaration d'impôt sur le revenu 2017 qui a été déposée en mai 2018 et l'avis d'acompte a été établi en septembre 2018. Donc au niveau de l'acompte contemporain, pour l'assiette, on a un décalage. C'est pas l'assiette actuelle, c'est l'assiette sur la base des derniers revenus connus. Alors, au niveau des traitements et salaires, donc on va rentrer dans le détail de l'assiette des différents revenus. Donc, la retenue à la source s'applique en pratique sur les éléments de salaire suivants. Donc, la rémunération principale proprement dite, les rémunérations versées aux dirigeants lorsqu'elles sont imposées dans la catégorie des traitements et salaires, donc les dirigeants salariés et dirigeants relevant de l'article 62 du CGI, tout ce qui est participation et intéressement, les sommes inscrites au crédit d'un compte épargne-temps, les primes et avantages divers et les sommes perçues en fin d'activité. Les rémunérations exclues sont les rémunérations versées aux non-résidents, donc soumises déjà à retenue à la source dont je vous ai déjà parlé, tout ce qui est gain d'acquisition sur stock option, gain d'acquisition sur action gratuite, gain de cession de bons de souscription, distribution et gain net afférents à des parts de fonds de commun de placement à risque et de fonds professionnels de capital investissement ou à des actions de sociétés de capital risque attribuées en fonction de la qualité de la personne, et les revenus de source étrangère ouvrant droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt français. Donc, en pratique, les rémunérations exclues, si on s'intéresse aux rémunérations étrangères, en fait, dès qu'on a un non-résident auquel donc quelqu'un qui n'habite pas en France et auquel il est versé un salaire français, ce n'est pas soumis à prélèvement à la source. Et par ailleurs, lorsqu'on a une personne résidente mais qui perçoit un revenu de source étrangère, même si celui-ci est versé par un employeur français, mais qu'en fait ce salaire est imposable dans l'autre pays parce que par exemple on a des jours travaillés, enfin en fait l'activité est exercée dans l'autre pays, et bien dans ce cas-là, si la personne bénéficie d'un crédit d'impôt sur le revenu, sur l'impôt français dans le cadre d'une convention fiscale, on n'a pas de prélèvement à la source, ce qui est logique puisque le revenu n'est en réalité pas imposable en France. Alors, l'assiette de la retenue à la source sur les salaires, donc on se rend compte que pour les salaires, hormis quelques exceptions, la majeure partie des éléments de rémunération sont pris en compte pour le prélèvement à la source. Et donc l'assiette de la retenue à la source, donc c'est ce qu'on a déjà dit, c'est le montant net imposable à l'impôt sur le revenu, sans prise en compte des frais professionnels. Et donc en pratique, si on prend le bulletin de salaire, ça va correspondre en substance au net imposable. Au niveau des BIC, BNC, BA, alors l'assiette du prélèvement, ce sont les bénéfices imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu la dernière année au cours de laquelle l'impôt a été établi. Et cette dernière année est appréciée au moment du versement de l'acompte. Donc sur les impôts issus, alors l'assiette est calculée sur les montants issus des régimes spécifiques,
micro-BIC, micro-BA, déclaratif spécial, réduit des abattements en faveur des entreprises nouvelles. Mais par contre, on nous précise que toutes les plus-values, moins-values, subventions d'équipement et indemnités d'assurance ne sont pas prises en compte. Donc, si on prend un exemple au niveau des bénéfices industriels et commerciaux, juste pour bien expliquer comment ça va se passer. Si on a un travailleur indépendant célibataire qui a déclaré des bénéfices industriels et commerciaux imposables de 100 000 € au titre de 2017 et de 120 000 € au titre de 2018. L'impôt dû au titre de 2017 est par hypothèse 27 441 €. Le taux applicable aux acomptes de janvier 2019 à août 2019 sera calculé sur la base des revenus 2017. Parce que tant que l'avis d'impôt sur le revenu 2018 n'a pas été établi, et a priori il sera établi au cours de l'été 2019, eh bien les seuls revenus connus sont les BIC 2017. Donc si on prend les BIC 2017, pour calculer le taux applicable de l'acompte contemporain, on prend 27 441 €, soit l'impôt dû au titre de 2017, divisé par 100 000 € les BIC imposables au titre de 2017. On obtient un taux d'imposition de 27,4%. Et donc, de janvier à août 2019, l'acompte contemporain payable par le contribuable sera 8 mensualités de 2 283 €, correspondant à 100 000 € divisé par 12, donc le BIC 2017 divisé par 12 pour obtenir un BIC lissé mensuellement, fois 27,4%. Et ensuite, donc suite à l'établissement de la déclaration d'impôt sur le revenu 2018 et à l'établissement de l'avis d'impôt sur le revenu 2018 au cours de l'été 2019, les mensualités seront actualisées sur cette base. Et donc, à partir de septembre 2019, on aura un taux applicable qui sera de 35 641 €, soit l'impôt dû au titre de 2018 sur les BIC de 2018, BIC de 2018 égaux à 120 000 € et impôt dû au titre de 2018 égal à 35 641 €. Donc le taux sera de 35 641 € divisé par 120 000, soit 29,7%. Et donc, de septembre à décembre 2019, le contribuable versera 4 mensualités de 2 970 € égales à 120 000, donc le BIC au titre de 2018, divisé par 12 pour lisser mensuellement, fois 29,7%. Donc, le montant des acomptes qui seront à verser, des mensualités à verser, seront indiqués dans l'avis d'impôt. Donc, dans l'avis d'impôt 2017 au titre dans l'avis d'impôt 2018 au titre des revenus 2017, le travailleur indépendant aura déjà l'indication des acomptes qui seront prélevés sur son compte de janvier 2019 à août 2019. Et dans le cadre de l'avis d'impôt 2019 sur les revenus 2018, ce sera également le cas. Il aura les acomptes actualisés, les mensualités à payer de septembre à décembre 2019. Donc l'assiette du prélèvement pour les revenus fonciers. Alors en matière de revenus fonciers, l'assiette de l'acompte contemporain est constituée du montant des revenus imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu au titre de la dernière année au cours de laquelle l'impôt a été établi. Donc là, on est comme pour les BIC, BNC, BA, comme on ne connaît pas les revenus, il faut prendre les derniers revenus connus. Donc il s'agit en pratique du revenu net, déterminé sur la différence entre les loyers et les charges déductibles ou selon le régime microfoncier. Donc, régime microfoncier, on prend les loyers bruts et on applique un abattement de 30%. Et ces revenus sont diminués des reports déficitaires. Donc, les reports déficitaires seront immédiatement pris en compte pour la question de savoir est-ce que vous avez des prélèvements à payer, un acompte contemporain à payer ou non. Donc, si je prends un exemple, un foyer fiscal constitué d'un couple et d'un enfant qui déclare au titre de N-2 et N-1, donc 2 années de suite, des revenus identiques, des revenus salariaux de 50 000 €, soit 4 167 € par mois, et des revenus fonciers pour 12 000 € annuels. Donc, l'impôt au titre des revenus N-2 et N-1 est égal par hypothèse à 6 200 €. Le taux du prélèvement à la source du foyer sera de 6 200 divisé par, donc 6 200 l'impôt dû, divisé par 50 000, les revenus salariaux, plus 12 000, les revenus fonciers. On obtient un taux global de 8,6%. Donc, il y a un taux applicable sur tous les revenus. Et l'acompte
contemporain mensuel sur les revenus fonciers et sera égal à 8,6%, donc le taux de l'impôt, fois 12 000 divisé par 12, soit 86 € d'acompte contemporain mensuel qui sera prélevé sur les revenus du contribuable. Et bien sûr, pour les revenus salariaux perçus, eh bien, le taux de 8,6% sera appliqué par l'employeur sur les salaires versés. Donc au niveau, alors j'ai fini sur la question de l'assiette du prélèvement. Maintenant, on va passer au taux du prélèvement à la source, puisque le calcul se fait, on a la détermination. Alors vous l'avez déjà vu un peu dans les exemples que je vous ai apporté. En fait, on a l'application d'un taux unique sur tous les revenus qui soient soumis au prélèvement ou à l'acompte contemporain. Donc, en pratique, on aura à chaque fois 2 taux pour le prélèvement au titre d'une année, calculé par l'administration fiscale sur la base. Donc, pour les prélèvements de janvier à août de l'année concernée sur l'avant-dernière année, et sur la base de ceux de l'année précédente pour les prélèvements de septembre à décembre. Donc, pourquoi? Suite à la perception de l'avis d'impôt sur les revenus de l'année précédente au cours de l'été de l'année. Donc, effectivement, les revenus de l'avant-dernière année étant connus de l'administration au cours de l'été, suite au dépôt de la déclaration d'impôt sur le revenu, l'administration actualise finalement le taux et le transmet au débiteur. Donc, voilà, donc ça signifie en pratique que en tant qu'employeur, vous aurez systématiquement une actualisation des taux, a priori au cours à chaque fois de l'été, alors ça tombe peut-être pas très bien, au cours de l'été de chaque année, a priori au cours du mois d'août, puisque c'est à ce moment-là que l'administration fiscale établira les avis d'impôt au titre de la dernière année. Et donc, elle va communiquer à chaque fois à l'employeur les nouveaux taux applicables pour chacun des salariés. Et ces nouveaux taux seront applicables à compter de septembre de l'année. Donc, à défaut d'impôt de revenus de référence disponible, le taux peut être calculé sur la base de la dernière année connue, mais on ne peut jamais remonter avant N-3. Donc l'avant-dernière année. Au-delà, on considère que le taux qui pourra être établi ne sera plus pertinent. Et donc, si on ne dispose pas de revenus connus qui sont postérieurs à N-3, on devra nécessairement appliquer ce qu'on appelle le taux forfaitaire par défaut. Alors, un exemple d'application du taux forfaitaire par défaut, si on prend un contribuable qui est parti plusieurs années à l'étranger et qui revient en France et donc est soumis au prélèvement à la source en France, eh bien, s'il part 10 années à l'étranger et qu'il revient, bien sûr, pour ce salarié, on n'a pas de revenus connus qui sont postérieurs à l'avant-dernière année et donc, de fait, on va lui appliquer le taux forfaitaire par défaut. Donc, au niveau du calcul du taux unique, comment ça se passe? Donc, le taux unique correspond à l'impôt sur le revenu afférent aux revenus soumis au prélèvement sur le total des revenus soumis au prélèvement. Donc, on remarque immédiatement que le calcul du taux se fait uniquement en fonction des revenus soumis au prélèvement. Donc, finalement, les revenus non soumis au prélèvement ne sont absolument pas pris en compte pour le calcul du taux de l'impôt sur le revenu. Ils sont complètement exclus. Donc, on peut avoir des différences. Le taux unique du prélèvement ne va pas forcément correspondre au taux global d'imposition ou au taux moyen d'imposition. Et si on regarde en détail, donc au numérateur, c'est-à-dire pour le calcul du taux, c'est-à-dire pour l'IR afférent aux revenus soumis au prélèvement, eh bien le numérateur correspond en pratique à l'impôt sur le revenu payé fois le montant net imposable des revenus entrant dans le champ du prélèvement sur le revenu net imposable au barème progressif. Donc ce calcul-là au numérateur permet finalement sur la totalité de l'impôt sur le revenu payé de ne prendre au numérateur que l'impôt sur le revenu correspondant aux revenus entrant effectivement dans le champ du prélèvement. Et donc, effectivement, au dénominateur, on prend par contre les revenus soumis au prélèvement, petite précision, avant déduction des frais professionnels. Alors qu'au numérateur, c'est les revenus après déduction des frais professionnels. Donc, si je prends un exemple pour un couple marié ayant déclaré donc l'avant-dernière année, des salaires pour 15 000 €. Après déduction de 10% de frais professionnels, on obtient 13 500 € net. Des BIC pour 26 500 € et des revenus de capitaux mobiliers, intérêts, dividendes pour 4 500 €.
et des dépenses de salariés à domicile pour 2 500 €. L'impôt sur le revenu issu du barème avant réduction d'impôt s'élève à 3 262 €. Donc, pour le calcul du taux du prélèvement, au numérateur, donc, on va prendre les 3 262 € correspondant à l'impôt sur le revenu payé, fois 40 000 €. 40 000 € correspond au revenu net entrant dans le champ du prélèvement, soit, si on revient 15 000 plus 26 500, excusez-moi, 13 500 plus 26 500, parce que c'est des revenus nets, et divisé par 44 000 €, donc ça c'est la totalité des revenus nets imposables, soit 13 500 plus 26 500 plus les RCM pour 4 500, puisqu'effectivement les RCM, donc les salaires entrent dans le champ du prélèvement, les BIC entrent dans le champ du prélèvement, mais les revenus de capitaux mobiliers, intérêts et dividendes n'entrent pas dans le champ du prélèvement. Donc, du coup, les intérêts et dividendes se retrouvent au dénominateur, donc 44 500, mais pas au numérateur du calcul pour le numérateur, donc 40 000 €. On obtient un impôt sur le revenu de 2 932 €. 2 932 €, ça correspond à quoi? À l'impôt sur le revenu payé sur les revenus entrant dans le champ du prélèvement, soit les salaires et les BIC, mais pas les revenus de capitaux mobiliers. Et au dénominateur, par contre, on prend les revenus bruts entrant dans le champ du prélèvement, soit 15 000 € de salaire plus 26 500 € de BIC, soit 41 500. Et donc, pour le taux du prélèvement, on obtient 2 932 divisé par 41 500 fois 100, on obtient 7,06% de prélèvement. Et donc, ce taux sera appliqué sur les salaires par l'employeur et sur les BIC via la compte contemporain. On va calculer des mensualités, l'administration fiscale calculera des mensualités et ensuite ce sera prélevé directement sur le compte bancaire du contribuable. Donc, effectivement, ce qu'on note tout de suite, c'est que le taux du prélèvement n'inclut pas les réductions et crédits d'impôt. Donc, les contribuables se verront potentiellement prélever un montant supérieur à l'impôt finalement dû dans le cadre des imputations des réductions et crédits d'impôt, et donc une régularisation sera opérée en N+1. Mais cette régularisation n'aura lieu que dans le cadre de l'établissement de l'avis d'impôt sur le revenu, soit en cours de l'été N+1. Donc, si vous souhaitez bénéficier de réductions et de crédits d'impôt, eh bien, dans ce cas-là, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous n'en bénéficierez vraiment qu'en septembre de l'année d'après. Donc, effectivement, potentiellement, vous versez un prélèvement à la source supérieur à ce qui sera finalement payé. Donc, vous aurez un remboursement d'impôt, ce qui correspond à un avantage en trésorerie substantiel pour le gouvernement. Donc, voilà pour le calcul du taux. Alors, on a également des taux particuliers qui vont s'appliquer, notamment le taux nul et le taux neutre. Donc, dans quel cas ces taux vont s'appliquer? Le taux nul, c'est-à-dire un taux fixé à 0, sera applicable si les deux conditions suivantes sont remplies. Donc, le contribuable n'a pas été imposé au titre des 2 années précédentes et le revenu fiscal de référence de l'année précédente n'excède pas 25 000 € par part de quotient familial. Donc, dans ce cas-là, le taux est nul. Ça signifie en pratique que, en fait, le contribuable n'est pas imposable. Petite précision, les employeurs, on nous précise pour les employeurs qui vont recevoir les taux de la part de l'administration fiscale dans le cadre de la DSN, eh bien, si vous avez l'indication de 0 pour le taux, ça veut dire qu'on applique le taux nul, donc il n'y a pas de prélèvement. Par contre, s'il n'y a pas de taux indiqué, là, ça signifie que c'est le taux neutre qui doit être appliqué. Donc, au niveau du taux neutre, alors qu'est-ce que le taux neutre? Donc, c'est un taux de prélèvement par défaut qui est issu de l'application de grilles de taux calculées en fonction du barème progressif de l'impôt sur le revenu et qui va être utilisé dès qu'on ne peut pas calculer finalement un taux d'imposition. Donc, alors voilà la grille de taux par défaut. Qui se présente sur 2 slides, puisqu'elle a été assez conséquente. Donc, cette grille de taux par défaut se présente, c'est pas comme un barème progressif de l'impôt sur le revenu, donc c'est pas un barème par tranche. Quand vous rentrez dans une tranche, vous appliquez le taux sur la totalité. Donc, un exemple d'application de la grille par défaut, si vous avez un salarié qui perçoit un net imposable au titre d'un mois de 2 500 € net. Et il se trouve que l'administration fiscale ne vous a pas communiqué de taux pour ce salarié. Par exemple,
parce que il n'y a pas de taux connu pour lui, il était à l'étranger auparavant, il n'y a pas de taux connu pour lui au titre de cette année. Et bien dans ce cas-là, vous allez appliquer la grille de taux par défaut. Donc en pratique, vous allez prendre cette grille. Donc 2 500 € net, on entre dans la tranche de revenus de 1 937 € à 2 511 €. Et donc on a un taux applicable de 7,5%. Vous allez appliquer un taux de prélèvement de 7,5%. Donc, ce taux neutre va s'appliquer dans quel cas? Alors, obligatoirement, il va s'appliquer tout d'abord aux primo-déclarants, donc c'est-à-dire aux contribuables qui commencent à travailler, qui jusqu'à présent étaient rattachés au foyer fiscal de leurs parents ou bien qui ne disposaient d'aucun revenu, et donc qui commencent à déclarer, enfin qui commencent à déposer des déclarations d'impôt sur le revenu. C'est ce qu'on appelle des primo-déclarants. Donc là, il n'y a pas de revenu connu antérieur pour eux, et donc ils sont soumis au taux neutre. Autre cas, lorsque les revenus servant de base au calcul d'impôt sur le revenu sont antérieurs à N-3, donc par exemple pour les contribuables expatriés revenant en France après plusieurs années d'absence, on en a déjà parlé, aux personnes à charge ou rattachées à un foyer fiscal. Donc ça signifie que si vous avez des enfants rattachés à votre foyer fiscal qui travaillent déjà, mais qui sont encore rattachés à votre foyer fiscal parce qu'ils ne sont pas majeurs par exemple, et bien dans ce cas-là, le taux neutre va s'appliquer obligatoirement pour eux. Et dernier cas, lorsque le débiteur ne dispose pas d'un taux calculé par l'administration fiscale pour liquider la retenue à la source. Donc, par exemple, si l'administration fiscale n'a pas été en mesure de fournir à l'employeur le taux de retenue en cas de contrat court, ou bien lorsqu'un salarié vient juste d'arriver, il est arrivé en fin de mois, vous devez déjà établir un bulletin de paie, mais vous n'avez pas encore reçu le taux de l'administration fiscale, et bien dans ce cas-là, vous appliquez le taux neutre, et je précise tout de suite que vous appliquez obligatoirement le taux neutre. C'est-à-dire que ce n'est pas une option, vous avez l'obligation. Même si le salarié vous montre son avis d'impôt dans lequel il est indiqué un taux qui est sans aucun doute le taux qui vous sera communiqué par l'administration fiscale, vous ne pouvez pas vous-même décider d'appliquer ce taux. Vous devez toujours, en tant qu'employeur, appliquer le taux qui vous est fourni par l'administration fiscale. Et si aucun taux ne vous est fourni, c'est obligatoirement le taux neutre. L'employé ne peut en aucun cas vous fournir lui-même un taux sur lequel vous vous basez pour appliquer le prélèvement à la source. Donc finalement, en tant qu'employeur, vous n'avez qu'une seule obligation, c'est appliquer le taux qui vous est fourni par la DGFiP et en l'absence de taux, le taux neutre. Point. Alors ça, ce sont les cas obligatoires. On a également une possibilité d'option. Le taux neutre pourra également s'appliquer aux salariés qui souhaitent, par souci de confidentialité, que leur taux de prélèvement réel ne soit pas communiqué à leur employeur. Donc, ce qu'effectivement, la problématique de cette réforme, c'est qu'indirectement, l'employeur va avoir des informations sur la situation personnelle de son employé, puisqu'il va connaître finalement son taux d'imposition et il pourrait potentiellement effectivement comparer entre les salariés, quels sont ceux qui ont un taux supérieur, ceux qui ont un taux inférieur, et indirectement avoir des informations sur les revenus du conjoint de cette personne ou bien sur les autres revenus dont dispose cette personne. Donc pour les salariés qui souhaiteraient garder de la confidentialité à ce sujet, eh bien dans ce cas-là, ils peuvent opter pour l'application d'un taux neutre et la difficulté de ce dispositif, c'est que dans ce cas-là, ils devront verser eux-mêmes, au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la perception du revenu, le complément de retenue à la source qui aurait dû s'appliquer si la retenue était pratiquée sans application du taux neutre. Je vous donne un exemple. Si un contribuable est soumis à un taux de 28%, à un taux de prélèvement général de 28%, mais en application du taux neutre, eh bien le taux est de 20%. En fonction de la grille qu'on a vue précédemment. Et bien dans ce cas-là, l'employeur va appliquer le taux neutre, donc va appliquer 20% de prélèvement à la source et le contribuable devra verser à l'administration fiscale les 8% correspondant à la différence entre son taux réel et le taux neutre. Et on nous précise qu'on peut opter pour le taux neutre
à tout moment, mais ce sera mis en œuvre au plus tard le 3e mois suivant la demande. De manière générale, pour les demandes des contribuables, l'administration fiscale se laisse en pratique à chaque fois 3 mois pour répondre. Donc en pratique, si un contribuable souhaite se voir appliquer immédiatement le taux neutre pour les prélèvements de janvier 2019, je conseille dès juillet 2018 de déjà opter pour le taux neutre, parce que si on compte 3 mois de traitement de la demande et si on tient compte du fait que dès novembre-décembre, les employeurs vont déjà recevoir la DSN avec les nouveaux taux, pour anticiper un peu, au cours de l'été 2018, va déjà falloir faire la demande. Alors, sur option, le taux neutre peut également être appliqué pour les titulaires de revenus fonciers, les BIC, BNC ou bénéfices agricoles, qui souhaitent, lorsqu'ils commencent à percevoir des revenus fonciers ou débutent leur activité, verser des acomptes pour lesquels l'administration n'a pas pu préalablement calculer le taux, puisqu'il n'y avait pas de revenus antérieurs connus. Alors, je précise immédiatement que c'est une option, c'est-à-dire que les contribuables ont la possibilité, volontairement, de verser le taux neutre quand ils commencent une activité ou qui commencent à louer un bien et perçoivent des revenus fonciers, mais ça reste une option, c'est-à-dire que s'ils ne versent pas d'acompte, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de sanction, c'est juste que de ce fait, ils devront payer tout l'impôt relatif à ces revenus suite à l'établissement de l'avis d'impôt au cours de l'été de l'année suivante. Et donc, c'est vrai que dans ce cas-là, il faut un peu prévoir et on va dire, à ce moment-là, l'impôt sera versé en totalité d'un seul coup. Et donc, les personnes ont la possibilité déjà de verser le taux neutre pour finalement déjà payer des acomptes sur le revenu, ce qui leur évitera d'avoir à payer tout l'impôt sur le revenu d'un coup au cours de l'établissement de l'avis d'impôt de l'année concernée au cours de l'été N+1. Alors, on a aussi une possibilité d'application de taux individualisés dans les couples. Alors, c'est vrai que dans le cadre de cette réforme, ce qui est mis en avant par le gouvernement, c'est le fait que chacun pourra adapter son taux en fonction des situations, etc. Donc c'est pour ça qu'ils ont prévu l'application d'un taux neutre, de taux individualisé. Également, il y a des possibilités de moduler son taux à tout moment au cours de l'année en fonction des revenus perçus. Donc au niveau de l'application du taux individualisé, effectivement, l'autre difficulté dans le cadre de cette réforme, c'est que effectivement, on a pour les contribuables mariés pacsés faisant l'objet d'une imposition commune, l'application d'un taux unique pour la totalité des revenus des contribuables. Et donc, en cas de différence de revenus importante entre les deux conjoints, ça signifie que le conjoint qui a des revenus plus faibles sera soumis quand même à un taux de prélèvement majoré, puisqu'il va tenir compte des revenus de l'autre conjoint qui sont plus élevés. Et donc, ça peut être effectivement, selon bien sûr l'accord entre les conjoints, mais ça peut être impactant pour le conjoint qui a des revenus plus faibles et qui sera soumis à un taux de prélèvement très important. Donc dans ce cas-là, les contribuables ont la possibilité d'opter pour l'individualisation du taux de prélèvement en fonction des contribuables. Donc là, l'option doit être également formulée par le contribuable auprès de l'administration fiscale. Ça ne peut être en aucun cas l'employeur qui met en œuvre ce taux individualisé et c'est l'administration fiscale qui va calculer ce taux applicable à chaque conjoint et qui va l'indiquer à l'employeur et au contribuable, bien sûr. Donc, le taux individuel applicable à chaque conjoint va correspondre en pratique à celui qui s'appliquerait à chaque conjoint s'il était imposé séparément sur la base de ses revenus personnels, ainsi que sur la moitié des revenus communs. Donc, l'impact va être neutre sur l'impôt global acquitté. Par contre, l'impôt acquitté est le même, mais il sera réparti entre les conjoints en fonction de leurs revenus respectifs. Et donc, si on prend l'exemple d'un couple marié ayant déclaré en N-2 un salaire 1 de 25 000 euros, donc moins 10% de frais professionnels, on a 22 500 euros net, et un salaire numéro 2 de 100 000 euros, moins 10%, on a 90 000 euros net, soit un total de 125 000 euros, moins 10%, on a un revenu net global de 112 500 euros. L'impôt sur le revenu issu du barème avant réduction d'impôt est par hypothèse de 22 461 euros et on obtient un taux de prélèvement du foyer de 17,96%, soit 22 461 euros d'impôt sur le revenu divisé par 125 000 euros, donc soit les revenus bruts du couple.
Au dénominateur, on prend toujours les revenus bruts, jamais les revenus nets. Donc, le taux individuel, alors le taux individuel, le taux de 17,96%, c'est vrai qu'un taux de 17,96% pour le salarié 1, donc qui perçoit 25 000 euros de revenus, c'est un taux extrêmement important. Donc, si le couple demande l'individualisation du taux, dans ce cas-là, on va d'abord calculer le taux individuel sur les revenus les plus faibles, toujours sur les revenus les plus faibles, et ensuite sur les revenus les plus importants. Donc, si on prend un salaire de 25 000 euros, donc le premier salaire le plus faible, donc dans le cadre du calcul, l'administration fiscale va faire elle-même le calcul et va calculer l'impôt sur le revenu dû sur ces 25 000 euros pour une part de caution. Donc finalement, si la personne était seule. L'impôt sur le revenu est égal à 1 792 euros par hypothèse, et donc le taux de prélèvement sera égal à 1 792 euros divisé par 25 000 fois 100, à savoir 7,16%. Donc sur le salaire de 25 000 euros, la personne ne sera pas soumise aux 17,96%, mais uniquement à 7,16% de prélèvement. Et donc ensuite, sur le salaire le plus élevé, l'administration fiscale va également calculer l'impôt sur le revenu sur ce salaire plus élevé, soit 20 669 euros, divisé par 100 000 fois 100, donc 100 000 qui correspond au salaire brut les plus élevés, et on obtient un taux de 20,67%. Donc évidemment, le contribuable qui a le salaire le plus élevé, du coup, paiera un peu plus de prélèvements à la source, puisqu'il y a un rattrapage. Donc voilà pour l'individualisation du taux. Les contribuables ont également la possibilité à tout moment de solliciter une modulation du taux du prélèvement. Alors évidemment, cette modulation, si un contribuable souhaite appliquer cette modulation, il devra s'adresser à l'administration fiscale. Ce n'est en aucun cas l'employeur qui peut, il ne devra en aucun cas s'adresser à son employeur. L'employeur ne peut rien faire. Lui doit dans tous les cas appliquer le taux qui est appliqué par la DGFiP. Donc le contribuable devra s'adresser au centre des impôts pour demander une modulation du taux, et si celle-ci est acceptée, et bien dans ce cas-là, la DGFiP adressera le nouveau taux à l'employeur. Dans le schéma de relation entre l'employeur, la DGFiP et l'employé, ça se passe toujours ainsi. L'employeur, lui, n'a finalement aucun contact avec l'employé par rapport au taux, etc. C'est toujours, il n'a que contact avec la DGFiP, et si l'employé a des réclamations par rapport à son taux, aux revenus qui sont imposés, il doit toujours s'adresser au centre des impôts. L'employeur n'a rien à voir avec ça. Donc, au niveau des modifications possibles du taux de prélèvement et des possibilités de modulation du taux de prélèvement, on distingue deux cas. Soit on se trouve dans 4 cas listés dans ce slide, pour lesquels le contribuable aura, avant de pouvoir demander une modulation du taux, l'obligation finalement de déclarer le changement préalablement auprès de l'administration fiscale dans un délai de 60 jours. Ces 4 cas sont les suivants: mariage ou conclusion d'un PACS, décès de l'un des conjoints ou partenaires d'un PACS, divorce, rupture de PACS, cas d'imposition séparée des couples mariés, naissance, adoption, accueil d'un enfant mineur. Donc dans ces 4 cas, avant même de demander une modulation, il faut impérativement, et d'ailleurs même si on n'a pas l'intention de demander une modulation, il faut obligatoirement déclarer le changement de situation à l'administration fiscale dans les 60 jours. Et ce n'est que si on a fait cette déclaration obligatoire dans les 60 jours à partir de l'événement, donc en pratique 2 mois, qu'on va pouvoir faire une demande de modulation du taux. Aucune modulation du taux ne pourra être demandée tant que le changement de situation personnelle n'a pas été déclaré. En revanche, dans les autres cas qui ne sont pas listés dans le slide précédent, pour lesquels on a une modulation possible, et bien dans ce cas-là, il n'y a pas de déclaration préalable à faire. Le contribuable peut à tout moment demander une modulation du taux. Un exemple, si vos revenus ont baissé et que vous souhaitez moduler le taux pour tenir compte du fait que vos revenus ont baissé, ou bien dans le cas où finalement les contribuables ont une part supplémentaire. Un exemple, par exemple, prise en charge d'un ascendant malade.
Dans ce cas-là, vous pouvez le rattacher éventuellement s'il vit sous votre toit à votre foyer. On n'est pas dans un des cas listés précédemment, mais dans ce cas-là, vous pouvez demander également une modulation du taux pour tenir compte de la part de quotient familial supplémentaire. Donc la modulation possible se fait à la hausse ou à la baisse. Donc pour la modulation à la hausse, le contribuable peut avoir le choix entre l'augmentation du taux de prélèvement ou l'augmentation de l'assiette soumise au taux pour les revenus soumis à l'acompte contemporain. Donc effectivement, un contribuable qui sait qu'il a une augmentation d'assiette du prélèvement, donc une augmentation de revenus ou une augmentation du taux de prélèvement, peut demander une modulation à la hausse. Je précise tout de suite que c'est une possibilité, ce n'est pas une obligation. Finalement, la modulation à la hausse va permettre aux contribuables d'anticiper l'augmentation du revenu et donc de déjà moduler à la hausse leur prélèvement. Ça va éviter, dans le cadre de l'avis d'impôt sur le revenu, d'avoir un rattrapage d'impôts important à payer. L'autre possibilité, c'est la modulation à la baisse, dans le cas où il y a, par exemple, des pertes de... dans le cas où il y a des pertes de revenus, des revenus plus faibles d'une année sur l'autre. Et dans ce cas-là, les contribuables vont devoir déclarer à l'administration fiscale les revenus qui, selon eux, sont plus faibles. Et donc, il y aura un nouveau calcul du prélèvement. Par contre, petite précision, dans le cadre de la modulation à la hausse, on n'a pas de souci, mais dans le cas de la modulation à la baisse, effectivement, le problème, c'est que si le contribuable module trop à la baisse, eh bien, il aura l'application d'une pénalité de 10%. Pour paiement tardif, puisqu'il a trop modulé à la baisse. Donc, si vous souhaitez moduler à la baisse, eh bien, prenez quand même de la marge au niveau des revenus déclarés pour être sûr de ne pas moduler trop à la baisse et de ne pas être soumis à la pénalité de 10% pour paiement tardif. Donc en cas de modulation à la hausse, on nous indique que le taux résultant de la demande de modulation sera applicable jusqu'au 31 décembre de l'année. Par contre, effectivement, si vous faites une modulation à la hausse au cours du mois de mars d'une année et que dans le cadre de l'avis d'impôt qui est établi au cours de l'été, on se rend compte que le nouveau taux qui s'applique est inférieur au taux modulé. Dans ce cas-là, le nouveau taux inférieur sera automatiquement appliqué à compter du 1er septembre de l'année. En cas de modulation à la baisse, le contribuable doit déclarer sous sa responsabilité sa situation familiale et l'ensemble de ses revenus au titre de l'année en cours, ou bien sa situation familiale et l'ensemble de ses revenus au titre de l'année précédente, s'il ne connaît pas encore ses revenus au titre de l'année en cours. Donc, par exemple, si vous demandez une modulation du taux en mars d'une année parce que vous savez que vos revenus ont baissé, en mars de l'année, vous connaissez sans doute pas, vous pouvez pas encore prévoir la totalité de vos revenus au cours de cette année. Par contre, vous connaissez vos revenus de l'année précédente que vous n'avez pas encore déclarés. Donc, vous pouvez déjà les déclarer à l'administration fiscale pour qu'il y ait déjà une adaptation du taux de prélèvement. Et les nouveaux taux calculés sur la base de cette déclaration sont applicables jusqu'au 31 décembre de l'année. Mais attention, en cas de modulation excessive, une pénalité de 10% est applicable. Donc, petite précision, je vous l'ai déjà précisé, mais le contribuable est le seul responsable de la modulation de son taux de prélèvement. Donc, il ne peut, de toute manière, en cas de contestation sur le taux ou les revenus déclarés, il ne doit en aucun cas s'adresser à son employeur. L'employeur n'a rien à voir avec l'application du taux. L'employeur est un tiers collecteur. Si vous voulez, l'employeur se retrouve un peu dans le même cas qu'en cas de saisie à tiers détenteur. Quand on demande une saisie sur salaire, l'employeur n'a rien à voir avec la saisie, il a juste un avis de saisie et il doit saisir sur salaire un certain taux qu'il doit reverser à un tiers. Et donc, on est exactement dans ce cas-là. L'employeur est un tiers collecteur. Lui, la seule chose qu'il a, c'est à appliquer, la seule obligation qu'il a, c'est d'appliquer le taux qui lui est indiqué par la DGFiP et en l'absence, il doit obligatoirement appliquer le taux neutre. Si le contribuable a des réclamations par rapport à son taux, souhaite demander une modulation du prélèvement, une individualisation, l'application d'un taux neutre, il ne doit en aucun cas s'adresser à son employeur. L'employeur doit lui répondre « Je n'ai aucun pouvoir sur le taux applicable ». Le salarié doit obligatoirement s'adresser à l'administration fiscale et en aucun cas à l'employeur, et c'est ensuite l'administration fiscale qui va traiter cette demande et qui va ensuite, éventuellement, le cas échéant, communiquer un nouveau taux à l'employeur.
Donc, on va passer maintenant au crédit d'impôt modernisation du recouvrement. Donc, ce crédit d'impôt se fait dans le cadre de l'année de transition. Donc, finalement, ce crédit d'impôt, la question se pose juste va juste se poser en 2019 au titre des revenus 2018. Puisqu'effectivement, comme je vous ai expliqué, l'année 2019 est une année de transition. On n'aura pas de double paiement de l'impôt 2019. Grâce à l'application de ce fameux crédit d'impôt exceptionnel de modernisation et de recouvrement, ce qu'on appelle le CIMR. J'utiliserai dans les prochains slides le mot CIMR pour ce crédit d'impôt. Donc ce crédit d'impôt correspond au revenu 2018 et il a pour but d'annuler l'impôt 2019, mais j'attire votre attention sur le fait que ce crédit d'impôt n'annule pas en totalité, puisqu'on a la mise en place, en fait le gouvernement a utilisé ce crédit d'impôt pour mettre en place des mesures pour éviter des comportements d'optimisation relatifs aux revenus exceptionnels de l'année 2018. Donc, en pratique, en 2019, le prélèvement à la source va débuter en 2019 via un prélèvement mensuel. Les acomptes relatifs aux revenus 2018 qui auraient dû être versés au mois de février et mai 2019 ne seront pas réclamés. La déclaration de revenus 2018 sera tout de même déposée en mai 2019. Un avis d'impôt sur les revenus 2018 sera établi au cours de l'été 2019, mais l'impôt, dans le cadre de cet avis d'impôt, sera annulé par application d'un crédit d'impôt pour modernisation du recouvrement. Et ce CIMR sera calculé de la façon suivante. Donc, ça correspondra à l'impôt sur le revenu dû au titre de 2018 fois le montant net imposable des revenus non exceptionnels sur les revenus nets imposables au barème de l'impôt sur le revenu. Donc, en pratique, ce calcul correspond finalement à prendre en compte pour le crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur le revenu uniquement l'impôt sur le revenu correspondant à la part des revenus non exceptionnels. Donc ça signifie en pratique que le crédit d'impôt ne va permettre d'annuler que les revenus non exceptionnels. Les revenus exceptionnels, eux, vont rester imposés afin d'éviter les effets d'aubaine. Et donc le CIMR va s'imputer sur l'impôt sur le revenu dû au titre de 2018 après imputation des crédits d'impôt et de tous les prélèvements et retenues non libératoires. Donc, si on prend un exemple global d'application du CIMR. Donc, pour un couple marié qui a perçu en 2018 des salaires imposables de 15 000 €, une indemnité de licenciement imposable de 9 000 € et des BIC imposables de 26 500 €. Donc, les salaires entrent dans le champ du prélèvement, les BIC entrent dans le champ du prélèvement également. Par contre, l'indemnité de licenciement pour 9 000 € n'entre pas dans le champ du prélèvement. Donc, ça signifie qu'il n'y aura pas d'annulation d'impôt pour cette indemnité. Par ailleurs, le contribuable a décidé de faire valoir des dons aux œuvres pour 1 500 €, ce qui donne lieu à une réduction d'impôt sur le revenu de 990 €. Donc, l'impôt sur le revenu issu du barème avant réduction d'impôt est égal à 4 144 € et l'impôt sur le revenu après réduction d'impôt est égal par hypothèse à 3 154 €, c'est-à-dire 4 144 € moins les 990 € de réduction d'impôt sur le revenu. Donc, pour le calcul du CIMR, comment on va procéder? On va prendre l'impôt sur le revenu du foyer avant réduction d'impôt, soit 4 144 €. Donc, le montant net imposable des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement, c'est 40 000 €, soit les salaires de 13 500 €. Donc là, on prend le salaire net. Donc, pas les 15 000 €, mais après déduction des frais professionnels de 10%, soit 13 500 €, plus les BIC de 26 500 €. Et par ailleurs, le montant net imposable des revenus du foyer soumis au barème, là, on obtient 49 000 €. Parce qu'en fait, on va intégrer en su l'indemnité de licenciement de 9 000 €. Et donc, le CIMR est égal à 4 144 €, donc l'impôt dû, fois 40 000 €, soit le montant net imposable des revenus entrant dans le champ du prélèvement, donc les BIC et les salaires, divisé par le montant net total des revenus soumis au barème, donc ceux entrant dans le champ du prélèvement, mais également ceux hors du champ du prélèvement, donc divisé par 49 000 €, et on obtient 3 383 €. Donc ça signifie, donc ce montant-là de 3 383 € correspond en pratique à l'impôt sur le revenu, calculé qui correspond aux revenus entrant dans le champ du prélèvement, donc on ne tient pas compte des 9 000 € d'indemnité de licenciement.
Et donc, en pratique, l'IR net pour 2018, c'est 3 154 €. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu la réduction d'impôt de 990 € qui a été appliquée. Le CIMR pour 2018, c'est 3 383 €. Donc, l'imputation du CIMR sur l'IR normalement dû va donner au titre de l'année 2018 un excédent de 229 €, soit 3 154 moins 3 383, ce qui va conduire à une restitution partielle d'impôt. Et en fait, la différence, 761 € correspond en fait à la fraction imputée sur l'IR afférent à l'indemnité de licenciement, laquelle n'a pas été couverte par le CIR et demeure imposable au titre de 2018. Donc on a eu une imposition de l'indemnité de 9 000 €, mais comme il y a eu également un crédit d'impôt qui a été mis en œuvre, et bien finalement on a une restitution de 229 €, mais qui est moindre que la restitution qui aurait été applicable si on avait eu que des revenus entrant dans le champ du prélèvement et donc totalement annulé dans le cas du CMR. Et dans ce cas-là, le contribuable aurait obtenu un remboursement de 990 €. Donc, la question qui se pose immédiatement dans le cadre, donc on a vu le calcul du crédit d'impôt, la question qui se pose c'est quels sont les revenus exceptionnels et quels sont les revenus non exceptionnels. Donc les revenus non exceptionnels sont ceux qui vont être pris en compte pour le calcul du CIMR et donc qui vont être annulés, et les revenus exceptionnels sont ceux qui ne seront pas annulés et donc qui vont quand même donner lieu à l'application d'un impôt sur le revenu 2018. Donc au niveau des revenus non exceptionnels. Donc pour les traitements et salaires, on nous indique que les traitements et salaires non exceptionnels sont ceux qui ne sont pas expressément exclus du champ du CIMR ou qui ne sont pas par nature susceptibles d'être recueillis annuellement. Donc en pratique, une prime exceptionnelle perçue en 2018 sera effectivement exclue du champ du calcul du CIMR, puisque c'est un revenu exceptionnel. En revanche, si un salarié perçoit chaque année une prime déterminée selon un certain barème de calcul, eh bien, à ce moment-là, ce n'est pas un revenu exceptionnel, puisque c'est une prime qui est susceptible d'être recueillie annuellement, et donc, a priori, ça entre dans le calcul du crédit d'impôt. Sont par ailleurs, au niveau des traitements et salaires, exclus expressément du CIMR, les indemnités de rupture de contrat de travail, les indemnités versées à l'occasion de la prise ou de la cessation des fonctions de mandataires sociaux, les prestations de retraite service sous forme de capital, les sommes perçues au titre de la participation ou de l'intéressement non affectées à un plan d'épargne dans les conditions prévues par le Code du travail, et les indemnités de départ à la retraite. Donc ça signifie en pratique que pour tous ces éléments de salaire, eh bien, ils ne sont pas pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt, et donc ça signifie qu'il y aura bien un impôt sur le revenu 2018 à payer en septembre 2019. En cas d'incertitude, les employeurs pourront utiliser par ailleurs une procédure de rescrit afin d'obtenir une prise de position formelle de l'administration sur le traitement fiscal applicable aux différents éléments de rémunération versés. Donc ça, c'est uniquement pour savoir si les éléments de rémunération versés sont a priori exceptionnels ou non exceptionnels. Dans le cas du CIMR, l'absence de réponse de l'administration dans un délai de 3 mois vaudra acceptation de celle-ci. Donc ça signifie qu'il faut déjà se positionner en disant voilà, moi je pense que tel élément de rémunération est exceptionnel et tel autre est non exceptionnel. Et donc s'il n'y a pas de réponse, ça veut dire que cette position est validée. Ce rescrit doit permettre en pratique à l'employeur d'indiquer aux salariés la qualification des revenus versés au regard du champ d'application du CIMR. Mais par contre, il est bien précisé que les salariés devront procéder eux-mêmes sur leur déclaration de revenus 2018 à la distinction entre les revenus éligibles au CIMR et les autres revenus. Et donc effectivement, la déclaration d'impôt sur le revenu 2018 sera un peu complexe à établir, puisque ça signifie que le salarié devra nécessairement, en pratique, distinguer dans sa déclaration d'impôt sur le revenu quels sont les revenus exceptionnels, quels sont les revenus non exceptionnels. Donc ça va concerner bien sûr les salaires, mais également tous les revenus fonciers, les BIC, les BNC. Et donc là, c'est bien le salarié, enfin le contribuable, en réalité, qui devra lui-même faire cette distinction. Donc, on voit que pour les traitements et salaires, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de revenus exclus du champ du CIMR, pour la simple et bonne raison qu'il y a peu de possibilités d'optimisation et d'effet d'aubaine. Par contre, on a vraiment des dispositifs particuliers pour les revenus salariaux des dirigeants, qui font vraiment l'objet de dispositions particulières prévues afin d'éviter les effets d'aubaine. Donc, puisqu'on part du principe que les dirigeants, eux, vont plus pouvoir moduler leur salaire.
Donc sont visées par ces dispositions les personnes qui contrôlent donc en 2018 la société qui la leur verse, c'est pas en 2017, c'est en 2018, et les conjoints ascendants et descendants ou frères et sœurs de ces personnes. Donc, une personne sera considérée comme contrôlant une société lorsqu'elle détient la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices, directement ou indirectement, par elle-même ou par l'intermédiaire de son conjoint, ascendant, descendant, frère et sœur, ou si elle y exerce de fait le pouvoir de décision. Dans ce cas-là, le montant des rémunérations des dirigeants ouvrant droit à l'application du CIMR sera plafonné au plus faible des deux montants suivants. Donc, on va prendre soit le montant net imposable en 2018 ou bien le montant net imposable le plus élevé des années 2015, 2016, 2017. Donc en pratique, si le montant net imposable 2018 est supérieur aux rémunérations de 2015 à 2017. Donc là, on part du principe qu'a priori, le dirigeant aurait potentiellement souhaité bénéficier du fait que l'impôt sur le revenu 2018 est annulé et donc a augmenté sa rémunération en 2018. Et dans ce cas-là, le crédit d'impôt modernisation du recouvrement est plafonné à la rémunération la plus élevée de 2015 à 2017. Donc on ne prend pas comme base la rémunération 2018 et donc ça signifie que le crédit d'impôt est inférieur, sera inférieur de fait au montant de l'impôt dû et donc qu'il y aura un impôt 2018 restant à payer qui va correspondre en pratique à l'impôt correspondant à la différence sur les revenus qui correspond à la différence entre la plus élevée des rémunérations de 2015 à 2017 et la rémunération 2018. Par contre, si le montant net imposable 2018 est inférieur aux rémunérations de 2015 à 2017, et bien dans ce cas-là, on prend comme base du CIMR la rémunération 2018 qui va être intégralement prise en compte dans le cadre du calcul du CIMR et donc dans ce cas-là, l'impôt sur le revenu 2018 sur les revenus de ce dirigeant sera en totalité annulé. Donc le dirigeant pourra néanmoins, par voie de réclamation, obtenir une restitution de la fraction du CIMR qu'il n'a pas obtenue s'il se trouve que la rémunération 2019 est supérieure à celle de 2018. Donc dans ce cas-là, on peut partir du principe que l'augmentation qui a eu lieu en 2018 ne résulte pas d'un effet d'aubaine, mais correspond à une augmentation progressive des rémunérations. Et donc dans ce cas-là, le dirigeant pourra obtenir une restitution de la fraction correspondant au CIMR calculé sur sa rémunération 2018 non plafonnée. Mais c'est par voie de réclamation, donc il faudra en faire la demande. Et par contre, la restitution ne sera appliquée que dans le cas où la rémunération 2019 est connue, soit à partir de 2020 en pratique. Si la rémunération 2019 est inférieure à celle de 2018, mais est quand même supérieure à la plus élevée des années 2015 à 2017, et bien dans ce cas-là, la restitution de la fraction correspondant au CIMR sera calculée sur la base de la rémunération 2019 et il obtiendra une restitution du CIMR effectivement octroyée. Donc dans ce cas-là, il y aura quand même un petit plafonnement, mais il y aura quand même une restitution qui va correspondre à l'impôt sur le revenu, correspondant à la différence entre les revenus 2015 à 2017, le plus élevé des revenus 2015 à 2017 et les revenus perçus en 2019. Donc voilà, donc si la rémunération 2019 est inférieure, donc dans le dernier cas, si la rémunération 2019 est inférieure à la rémunération la plus élevée des années 2015 à 2017 et à la rémunération 2018, la restitution de la fraction correspondant au CIMR calculé sur la rémunération 2018 sera non plafonnée à condition que le contribuable justifie que la hausse des salaires perçus en 2018 par rapport à ceux de 2015-2017 correspond à une évolution objective et que la diminution de la rémunération 2019 est également justifiée. Donc même si ça signifie que si un contribuable a eu une augmentation, donc si un dirigeant salarié a eu une augmentation de rémunération en 2018, mais a eu une baisse en 2019, mais qu'il arrive à justifier que la hausse de salaire en 2018 par rapport à 2015-2017 et par rapport à 2019 est justifiée pour des raisons objectives, eh bien il pourra quand même
par voie de réclamation, obtenir une restitution du CIMR qu'il n'a pas obtenu dans le cadre du plafonnement. Alors, on n'a pas encore beaucoup d'informations sur quelles sont les raisons objectives qui permettent de justifier des hausses de salaire, une hausse de salaire en 2018 et une baisse en 2015, 2017 à 2019. Donc, ce sera sans doute indiqué par ailleurs par l'administration fiscale dans le cadre de sa doctrine administrative. Pour l'instant, on n'a pas vraiment d'éléments qui nous permettent de savoir dans quel cas exactement on pourra déposer une réclamation pour obtenir cette restitution. Par ailleurs, il est précisé que pour les dirigeants qui perçoivent pour la première fois des rémunérations en 2018, des sociétés qu'ils contrôlent, ils ne sont pas a priori concernés par cette mesure de plafonnement, puisque pour eux, on n'a pas de revenus 2015 à 2017 connus. Par contre, attention, au moment de la liquidation de l'impôt en septembre 2019, un plafonnement est possible. Et donc, deux cas sont indistingués. Si la rémunération de 2019 est supérieure à l'ensemble des revenus d'activité déclarés en 2018, il ne sera pas plafonné. Le CIMR sera effectivement acquis. Par contre, si sa rémunération 2019 est inférieure à l'ensemble des revenus d'activité déclarés en 2018, la fraction du CIMR correspondant à cette différence sera remise en cause. Donc, a priori, pour un dirigeant qui commence à percevoir des salaires en tant que dirigeant en 2018, bien, il n'y a pas de plafonnement, mais il risque d'être rattrapé en 2019 si sa rémunération 2019 n'est pas au moins égale à celle de 2018. Donc en pratique, pour les dirigeants salariés, il faut quand même veiller, si votre rémunération augmente en 2018, et que vous ne souhaitez pas être plafonné, vous serez plafonné au niveau du CIMR obligatoirement en 2019, mais si votre rémunération 2019 est au moins égale ou supérieure à celle de 2018, vous aurez une restitution du montant plafonné, et donc au final, il n'y aura pas eu de plafonnement de votre CIMR, mais effectivement, vous ne serez remboursé qu'au cours de l'année 2020. Donc un exemple pour les revenus salariaux des dirigeants. Donc soit un dirigeant titulaire des rémunérations suivantes. Donc en 2015, 50 000 euros, 2016, 60 000 euros, 2017, 70 000 euros, 2018, 80 000 euros et 2019, 90 000 euros. Donc on part du principe que l'impôt dû au titre de 2018 par le contribuable est égal à 15 975 euros. Le CIMR sans plafonnement est égal à 15 975 fois 80 000, donc les revenus perçus, donc les salaires perçus en 2018, mais le montant net, donc 80 000 fois 90%, sur le 80 000 fois 90% également. Donc là, sans plafonnement, évidemment, on a un CIMR qui correspond à l'impôt dû au titre de 2018, et donc il vient complètement annuler l'impôt dû au titre de 2018. Mais dans son cas, il y a plafonnement, puisqu'effectivement, on se rend compte qu'en 2018, les salaires perçus sont supérieurs à ceux de 2015, 2016, 2017. Donc, ce dirigeant sera plafonné au niveau de son CIMR, et donc le calcul du plafonnement se fait de la façon suivante. Donc, le CIMR 2018 sera égal à 15 975 euros, fois 70 000 fois 90%. Pourquoi? Parce qu'on prend comme base du CIMR le plus élevé des salaires de 2015 à 2017, donc 70 000 euros, ceux de 2017, donc fois 90% parce qu'on prend le montant net, sur 80 000 euros, fois 90%, donc les 82 000 euros correspondent à la rémunération perçue en 2018. Et on obtient 13 978 euros. Donc les 13 978 euros correspondent en fait à l'IR à payer sur les 70 000 euros, donc sur le salaire de 2017. Et donc, en pratique, en septembre 2019, dans le cadre de l'avis d'impôt, ce dirigeant devra payer un impôt qui sera égal à 15 975 euros moins 13 978 euros. Et donc, il correspond au plafonnement du CIMR. Mais par contre, on se rend compte que ce dirigeant a également majoré ses revenus salariaux en 2019 puisqu'ils sont égaux à 90 000 euros. Et donc, dans ce cadre-là, il va obtenir une restitution du CIMR qu'il a payé dans le cadre du plafonnement. Donc, il aura un CIMR complémentaire attribuable puisque la rémunération de 2019, 90 000 euros, est supérieure à celle de 2018. Et donc, il va obtenir la différence entre les CIMR calculés sur la totalité
de la rémunération 2018 et le CIMR accordé dans le cadre du plafonnement. Et donc, il obtiendra la restitution de ce qu'il a payé au titre de l'impôt sur le revenu 2018, soit 1 997 €. Et ça va conduire à une annulation totale de l'IR 2018. Alors, on passe maintenant aux revenus fonciers. Donc, pour les revenus fonciers, sont considérés comme des revenus non exceptionnels et donc entrant dans le champ du crédit d'impôt. Donc, les loyers et charges perçus en 2018, directement ou indirectement par le contribuable et échus en 2018, ainsi que les revenus des propriétés dont le contribuable se réserve la jouissance. Donc, sont exclus du crédit d'impôt les recettes foncières perçues en 2018, mais correspondant à des échéances afférentes à d'autres années, ainsi que les loyers perçus en 2018 dans le cadre d'une convention couvrant une période supérieure à 12 mois. Donc, le calcul du crédit d'impôt modernisation et recouvrement foncier est le suivant. Donc, revenu foncier 2018 fois la somme des revenus fonciers non exceptionnels sur la somme des revenus fonciers 2018 bruts. Et donc, seuls les revenus fonciers non exceptionnels sont pris en compte pour le calcul du CIMR et le contribuable paiera donc toujours l'impôt sur le revenu sur les revenus fonciers exceptionnels. Alors, sont clairement qualifiés de revenus fonciers exceptionnels au titre de 2018, tout d'abord l'indemnité de pas de porte perçue par un propriétaire, le supplément de loyer résultant de l'attribution gratuite en fin de bail des aménagements et constructions effectués par le preneur, la remise gratuite des constructions et améliorations du bailleur, tout ce qui est subvention perçue pour financer les charges déductibles, etc. En revenus fonciers non exceptionnels, on a également tous les revenus qui ne correspondent pas à 12 mois ou bien les revenus qui sont reportés sur 2018. Donc par exemple, un bailleur qui encaisse en janvier 2018 un arriéré de loyer de 1 800 € qui correspond en pratique au loyer qui aurait dû être versé au cours des 3 derniers mois de l'année 2017, ces loyers ne sont pas pris en compte pour le calcul du CIMR. Par contre, le bailleur encaisse en 2018 48 000 € de loyer correspondant à une période de location de 24 mois. Donc, seul le montant correspondant à une période de location de 12 mois sera pris en compte, soit la moitié, 24 000 €. Et donc, le contribuable paiera un impôt sur le revenu sur les autres 24 000 € correspondant à des loyers correspondant à une période supérieure à 12 mois. Donc, il y a des règles spécifiques d'imputation des charges pour les années 2018 et 2019. En effet, pour éviter un report sur l'année 2019 de certaines charges qui dites pilotables, eh bien, le gouvernement a prévu des règles spécifiques pour lisser finalement les charges sur 2018 et 2019. Donc, on a une distinction à effectuer entre les charges non pilotables, imputables essentiellement sur les revenus 2018, et les charges pilotables qui font l'objet d'une imputation spécifique. Et ces règles ne concernent pas, bien sûr, l'abattement de 30% dans le cadre du microfoncier, puisqu'il n'y a pas particulièrement d'effet d'aubaine à ce sujet. Donc, la définition des charges non pilotables, donc charges pour lesquelles a priori il n'y a pas d'effet d'aubaine possible et donc qui sont intégralement déductibles en 2018, ce sont les primes d'assurance, les provisions pour dépenses courantes de maintenance, les impositions de toute nature incombant aux propriétaires, les intérêts des dettes contractées pour l'acquisition, la conservation, la construction, la réparation et l'amélioration des propriétés, les frais de gestion, frais de rémunération et les dépenses supportées par les fonds de placement immobilier au titre de leurs frais de fonctionnement. Sont en revanche considérées comme des charges pilotables, donc ils vont faire l'objet d'un ajustement. Les dépenses de réparation d'entretien supportées par le propriétaire, les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, et les dépenses d'amélioration des locaux professionnels ou commerciaux destinés à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Donc, en pratique pour tous les travaux déductibles, le gouvernement a prévu, afin d'éviter un report des charges en 2019, ce qui aurait d'ailleurs affecté les entreprises de construction puisque les contribuables n'auraient plus fait de travaux en 2018, eh bien, il y a un lissage des travaux. Donc, ça signifie quoi? Donc, en 2018, de toute manière, les charges sont déductibles. Les travaux, les charges pilotables, les charges dites pilotables correspondant à des travaux réalisés sont déductibles, mais l'impôt est annulé. Donc, le contribuable n'a pas réellement bénéficié de ces charges déductibles. Donc, pour compenser,
En 2019, on va prendre en compte comme charge déductible la moyenne des dépenses respectivement supportées au titre de 2018 et 2019. Donc si je prends plusieurs exemples en fonction des travaux réalisés et en fonction de la façon dont ils sont répartis au titre des années 2018 et 2019. Donc en 2018, on part du principe que dans l'exemple 1, la personne a réalisé 12 000 € de travaux et 0 € en 2019. Donc au niveau des charges déductibles, on a 12 000 € de charges déductibles en 2018 et 6 000 € quand même qui restent déductibles en 2019 et qui correspondent à la somme des charges 2018-2019 divisée par 2, donc à la moyenne de ces sommes, soit 6 000 €. Donc en pratique, ça signifie que vous pouvez déduire dans ce cas-là 150% des charges réalisées en 2018. Mais c'est théorique, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les 12 000 € que vous avez déduits en 2018, vous n'en avez pas nécessairement bénéficié, puisqu'il y a eu une annulation de l'impôt sur le revenu 2018, et donc on vous donne droit quand même à bénéficier de la moitié de ces travaux en 2019. Si le contribuable, toujours si on part sur 12 000 € de travaux, a effectué 6 000 € en 2018 et également 6 000 € en 2019, eh bien dans ce cas-là, il aura 6 000 € déductibles en 2018 et il aura également la moyenne de 2018 et 2019 déductible en 2019, soit 6 000 €. Et troisième exemple, donc s'il a reporté tous ses travaux en 2019, soit 0 € en 2018 et 12 000 € en 2019, eh bien il aura toujours 6 000 € déductibles en 2019, soit la moyenne appliquée, la moyenne des travaux réalisés sur 2018 et 2019. Et enfin, s'il a réparti de manière aléatoire, 3 000 € en 2018 et 9 000 € en 2019. Dans ce cas-là, il y a 3 000 € déductibles en 2018 et 9 000 € et 6 000 € en 2019 qui correspondent à 3 000 plus 9 000 divisé par 2. Donc en pratique, on voit que quelle que soit la façon dont on répartit les charges entre 2018 et 2019, eh bien en réalité, la charge déductible, de toute manière en 2018, l'impôt sur le revenu est annulé. Et en 2019, quelle que soit la situation, on a toujours dans ces 4 cas 6 000 € déductibles en 2019. Donc en pratique, ça ne change rien. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est que effectivement, il peut y avoir, mais vraiment à la marge, une petite optimisation dans le cas où vous faites tous les travaux en 2018. Parce qu'effectivement, mais ça va être vraiment à la marge dans des cas très particuliers, puisque si on reprend l'exemple 1, en 2018, vous avez fait 12 000 € de travaux, et donc vous avez 12 000 € déductibles en 2018 et 6 000 € encore déductibles sur la part de 2018 en 2019. Donc dans ce cas-là, il y a 150% déductibles, mais sauf que vous n'en avez pas bénéficié réellement au titre de 2018 puisque l'impôt est annulé. Néanmoins, on peut imaginer que dans certains cas, vous avez pu quand même en bénéficier. Dans quel cas? Par exemple, si ces travaux génèrent un déficit, donc, si c'est sur ces 12 000 €, vous avez un déficit puisque vous avez eu peu de revenus fonciers, au titre de la première année, les déficits fonciers sont imputables sur les revenus globaux dans la limite de 10 700 €. Et dans ce cas-là, vous avez pu imputer ces déficits sur d'autres revenus. Mais bon, les autres revenus ont a priori été annulés dans le cadre du crédit d'impôt. Mais néanmoins, on peut imaginer qu'un contribuable qui a des revenus exceptionnels ou surtout des revenus n'entrant pas dans le champ du prélèvement à la source, qui sont soumis à impôt, pourrait éventuellement imputer quand même des déficits dans le cadre de ces travaux sur des revenus n'entrant pas dans le champ du prélèvement et quand même encore bénéficier de la moitié des charges déductibles au titre de 2019. Mais comme je vous dis, c'est très théorique parce que si on regarde les revenus n'entrant pas dans le champ du prélèvement, tout ce qui est plus-value immobilière, plus-value de cession de valeur mobilière, intérêt et dividendes, la chose c'est qu'on a déjà un prélèvement pour ce type de revenus. Donc ça va être vraiment dans le cadre de la perception de revenus particuliers qui n'entre pas dans le champ du prélèvement, où là on pourrait avoir une petite optimisation possible, mais ça va être vraiment à la marge dans des cas extrêmement particuliers.
Alors, certaines dépenses, par contre, on nous précise que certaines dépenses exceptionnelles 2018 vont néanmoins être retenues pour 100% de leur montant pour la détermination du revenu foncier 2018. C'est le cas des travaux effectués pour un bien locatif acquis en 2018. Donc là, les personnes qui acquièrent un bien locatif en 2018 vont quand même pouvoir déduire la totalité de leurs travaux. C'est le cas également pour les travaux d'urgence rendus nécessaires par l'effet de la force majeure et pour les travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble décidés d'office par le syndic de copropriété en cas d'urgence. Et donc la dépense est dans ce cas-là intégralement déductible pour l'année de sa réalisation, donc soit 2018, soit 2019, mais évidemment elle n'est pas prise en compte pour apprécier la moyenne. Donc vous ne pouvez pas encore bénéficier des 50% si vous la réalisez en 2018 par exemple. Donc, on attend des précisions sur la question de qu'est-ce que sont, par exemple, des travaux d'urgence rendus nécessaires par l'effet de la force majeure, puisque effectivement, on n'a pas encore beaucoup de précisions sur quels sont les cas qui vont être concernés par cette exception. Alors, j'en ai fini pour le CIMR sur les revenus fonciers, concernant les revenus des indépendants. Donc là, le CIMR va être égal à l'IR dû au titre de 2018 fois le montant net imposable des revenus non exceptionnels de 2018 sur les revenus nets imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Et afin d'éviter les effets d'aubaine, on a un plafonnement du montant net imposable des revenus non exceptionnels de 2018 en fonction des bénéfices réalisés de 2015 à 2017. Donc en fait, le système applicable aux revenus des indépendants pour éviter les effets d'aubaine est très proche de celui applicable aux dirigeants qui perçoivent des salaires. Puisqu'effectivement, le montant net des revenus non exceptionnels sera égal au plus faible des deux montants suivants. Donc, c'est le même système que pour les dirigeants salariés. Donc, ce sera soit égal au bénéfice imposable de 2018 ou bien au plus faible des bénéfices imposables au titre des années 2015 à 2017, si 2018 est supérieur aux bénéfices de 2015 à 2017. Et donc, le montant du CIMR sera en conséquence diminué en cas de revenus antérieurs de 2015 à 2017 moins élevés. Donc, exactement comme pour les dirigeants salariés. Donc, le contribuable pourra néanmoins obtenir, comme pour les dirigeants salariés, une restitution d'un complément de CIMR dans deux cas, et notamment si le bénéfice de 2019 est supérieur au plus élevé des bénéfices de 2015 à 2017 et à celui de 2018. Ou bien s'il démontre un surcroît d'activité justifiant l'augmentation des bénéfices perçus au titre de 2018. Et il pourra également obtenir une restitution du CIMR. Donc, je vous ai mis un exemple pour illustrer ces cas. Donc, si on prend deux contribuables A et B qui sont titulaires de BIC au titre de la période 2015-2018. Donc, A a eu une augmentation de bénéfices de 2015 à 2017, mais a eu une baisse de bénéfices en 2018. B, au contraire, a eu une augmentation de 2015 à 2017 et cette augmentation s'est prolongée en 2018. Donc, dans le cas de A, l'impôt dû au titre de 2018 par le contribuable A sur ses bénéfices 2018, soit 30 000 euros, est égal à 3 355 euros par hypothèse. Donc, le bénéfice 2018 étant inférieur au plus élevé des bénéfices constatés en 2015 à 2017, et bien dans ce cas-là, le CIMR sera calculé sur la base du bénéfice 2018, puisqu'a priori, il n'y a pas eu d'effet d'aubaine, le bénéfice 2018 ayant été inférieur. Donc, le CIMR sera égal à 3 355 euros, soit le montant total de l'impôt dû par le contribuable A, et donc le CIMR annule en totalité l'impôt dû. Pour B, c'est un peu différent puisque B a eu une augmentation de son bénéfice en 2018. Donc, on prend l'impôt dû au titre, on prend l'impôt dû au titre de 2018 par le contribuable B, soit par hypothèse 8 755 euros. Le bénéfice 2018, 48 000 euros, est supérieur au plus élevé des BIC des 3 années précédentes. Donc, 36 000 euros sont BIC de 2017. Donc, le CIMR sera égal à 3 355 euros. Fois, alors excusez-moi, c'est pas 3 355 euros, c'est 8 755 euros, bien sûr. Donc l'impôt dû au titre de 2018, fois 36 000 euros, donc son BIC de 2017, divisé par 48 000 euros, son bénéfice de 2018. Et donc on obtient un CIMR de 6 566
€. Alors pourquoi un CIMR de 6 566 €? On voit que le CIMR est inférieur aux 8 755 € d'hier. Donc le contribuable devra acquitter un impôt au titre de 2018 de 2 189 € qui va correspondre à la part de bénéfice imposable considérée comme exceptionnelle entre le bénéfice 2018 et le plus élevé des bénéfices de 2015 à 2017, en l'occurrence celui de 2017. Par contre, effectivement, si B a des revenus 2019 supérieurs à ceux de 2018, il va obtenir une restitution du CIMR plafonné, donc une restitution du revenu de l'impôt sur le revenu 2018 qu'il a payé, puisqu'effectivement un crédit d'impôt complémentaire sera octroyé dans deux hypothèses. Donc si le bénéfice 2019 est supérieur à celui de 2018, le travailleur indépendant se verra restituer la fraction du CIMR dont le contribuable n'a pas pu bénéficier en application du plafonnement. Donc l'impôt sur le revenu 2018 plafonné, payé, sera intégralement restitué. En revanche, si le bénéfice 2019 est inférieur au bénéfice de 2018, mais est quand même supérieur au bénéfice le plus élevé de la période de 2015 à 2017, eh bien, on aura une restitution de la fraction du CIMR correspondant à la différence entre le CIMR calculé sur la base du bénéfice réalisé en 2019 et le crédit d'impôt déjà obtenu. Donc, c'est le même système que pour les dirigeants salariés. Et on a par ailleurs, donc là, on a vu les clauses anti-optimisation applicables aux dirigeants salariés, aux revenus fonciers, aux travailleurs indépendants, mais on a par ailleurs une clause générale anti-optimisation qui s'applique et qui donne la possibilité à l'administration de demander aux contribuables des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du CIMR et de ses éventuels compléments. Donc le délai de reprise en plus est majoré puisque le délai de reprise pour l'impôt sur le revenu de 2018 est porté à 4 ans au lieu des 3 ans habituellement applicables. Donc le but est de laisser plus de temps à l'administration fiscale pour redresser les éventuels cas d'optimisation dans le cadre du CIMR. Et donc, effectivement, dans ce cadre-là, on peut imaginer qu'il faut veiller, on peut imaginer qu'un dirigeant salarié ou un travailleur indépendant qui a eu une augmentation de bénéfices ou de salaire en 2018, un bénéfice ou un salaire 2019 au moins égal à celui de 2018 ou un peu supérieur, et qui a une baisse brutale en 2020, pourrait avoir une demande d'information de la part de l'administration fiscale pour comprendre cette baisse brutale. L'administration fiscale pourrait vérifier qu'il n'a pas souhaité bénéficier des mesures, qu'il n'a pas justement utilisé les mesures anti-optimisation pour bénéficier de l'annulation de l'impôt sur le revenu 2018. Donc il faut être très vigilant et éviter un décrochage brutal de revenus en 2020, puisque effectivement dans ce cas-là, l'administration fiscale pourrait éventuellement utiliser cette clause générale anti-optimisation. Alors, on va passer maintenant à la mise en œuvre effective du prélèvement à la source par les collecteurs. Donc, la mise en œuvre de la retenue à la source se fera par les débiteurs des revenus salariaux, donc les employeurs publics et privés Pôle emploi, les débiteurs des pensions de retraite, les caisses de retraite, les gestionnaires de retraite complémentaires, et ça se fait via un échange d'informations entre la DGFiP et les collecteurs grâce à la déclaration sociale nominative, ce qu'on appelle la DSN, ou à défaut via la déclaration spécifique 3 en 1. Donc c'est vraiment via cette DSN que toutes les informations entre l'employeur et l'administration fiscale vont avoir lieu sur les taux applicables et le montant de retenue à la source appliqué. Donc les collecteurs, donc en pratique les employeurs, seront soumis à 3 obligations. Tout d'abord, récupérer et appliquer chaque mois le taux de prélèvement calculé et transmis par la DGFiP ou à défaut le taux neutre. Deuxième obligation, prélever la retenue à la source correspondante sur les revenus concernés avant leur versement aux bénéficiaires. Et troisième obligation, déclarer et reverser cette retenue. Donc très important, l'employeur, lui, a l'obligation, dans le cadre de la première obligation listée, de récupérer, d'appliquer le taux du prélèvement transmis par la DGFiP. Si votre salarié vous dit que son taux de prélèvement est différent, vous avez l'obligation de lui dire, eh bien, je ne peux pas appliquer un taux différent que celui qui m'a été transmis par la DGFiP. Si tu as des contestations par rapport à ton taux d'imposition, eh bien,
il faut que vous vous adressiez au centre des impôts. Le contribuable, en cas de réclamation, ne pourra en aucun cas s'adresser directement à son employeur. Il devra toujours s'adresser à la DGFiP qui, elle, retransmettra le taux éventuellement corrigé à l'employeur. Et par ailleurs, en cas d'application, en cas d'absence de taux transmis par la DGFiP, il y aura l'obligation d'appliquer un taux neutre. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Alors, au niveau des obligations, donc comment ça va se passer en pratique? Donc, le tiers collecteur, c'est-à-dire par exemple l'employeur, devra adresser à la DGFiP la DSN ou la déclaration 3 en 1 comportant la liste des salariés ou des allocataires auxquels il verse des revenus. La DGFiP devra ensuite communiquer des taux établis pour chaque contribuable identifié d'après la DSN ou la déclaration 3 en 1 adressé par le tiers collecteur. Donc c'est effectivement dans le cadre de la DSN que les taux sont transmis. Ensuite, le tiers collecteur devra appliquer aux revenus avant leur versement aux bénéficiaires les taux communiqués par la DGFiP ou, en l'absence de taux communiqués, les taux issus de la grille par défaut, donc le taux neutre. Et ensuite, il devra communiquer à la DGFiP via la DSN le montant des retenues appliquées et l'ordre de paiement correspondant, et la DGFiP prélèvera les montants retenus sur le compte bancaire désigné par le tiers collecteur. Donc le prélèvement de l'acompte contemporain, lui, donc là on a vu le prélèvement de la retenue à la source. Pour l'acompte contemporain, l'acompte sera calculé et prélevé par l'administration fiscale sur le compte désigné par le contribuable par 12e ou plus tard le 15 de chaque mois de l'année, et il y a une possibilité d'option de paiement trimestriel au 15 février, 15 mai, 15 août ou 15 novembre. Donc là, l'acompte, c'est effectivement calculé et prélevé par l'administration fiscale. Ce n'est pas le contribuable qui va directement calculer et prélever son acompte. En cas de début d'activité en cours d'année, il y a la possibilité toujours de verser des acomptes supplémentaires spontanément. Donc c'est ce qu'on a déjà vu via l'application du taux neutre. Et en cas de cessation d'activité en cours d'année, il y a la possibilité de suspendre le prélèvement des acomptes. Une déclaration de revenus reste exigée. Donc, chaque foyer fiscal devra déposer en N+1 une déclaration de revenus perçus au cours de l'année N. Et cette déclaration permet l'imposition définitive des revenus qui ne sont pas compris dans le champ du prélèvement et la prise en compte des réductions et crédits d'impôt. La restitution de l'excédent du paiement éventuel résultera donc de la régularisation, et le paiement du solde de l'impôt indépendamment et en plus des retenues à la source supportées par ailleurs par le foyer sera effectué. Donc, effectivement, cette déclaration permettra finalement à l'administration fiscale de connaître également les revenus qui ne sont pas dans le champ du prélèvement et permettra aux contribuables de faire valoir ses réductions et crédits d'impôt, d'obtenir un remboursement et également d'ajuster effectivement les revenus pour permettre la régularisation des acomptes et prélèvements appliqués. Donc, au niveau de la responsabilité, des responsabilités spécifiques des intervenants et des sanctions. Donc, le DGFiP reste vraiment l'interlocuteur unique des contribuables. C'est la DGFiP qui a la responsabilité du calcul du taux du prélèvement, ce n'est pas l'employeur. C'est elle vraiment qui à chaque fois va procéder au calcul du taux de prélèvement, qui doit le communiquer au tiers collecteur, qui va prélever les acomptes et qui va recouvrer le solde de l'impôt. Le tiers collecteur, lui, n'est absolument pas responsable du calcul du taux du prélèvement. Il devra toujours appliquer le taux communiqué par les DGFiP puisque c'est elle qui est responsable du calcul du taux. Les tiers collecteurs, eux, sont uniquement responsables de la collecte et du reversement de la retenue. Et en cas de manquement ou de défaillance du tiers collecteur, on nous précise que le contribuable ne pourra pas être sanctionné pour ces manquements. Ça signifie en pratique que si un employeur devait prélever de la retenue à la source sur les salaires mais qu'il ne le reverse jamais à l'administration fiscale, le salarié ne sera en aucun cas tenu responsable, bien évidemment. Donc, je vous ai indiqué un petit schéma qui a été communiqué par le ministère des Finances et des Comptes publics en mars 2016 pour indiquer qu'effectivement l'administration fiscale restera au cœur de la relation avec les contribuables. C'est-à-dire que finalement, on voit que la relation entre l'entreprise et le contribuable est limitée à l'envoi de la fiche
de la feuille de paie et du salaire net dans lequel le contribuable aura le montant de la retenue à la source qui a été prélevé sur ses salaires. Mais le contribuable déclarera toujours ses revenus à l'administration fiscale. L'administration fiscale lui enverra un avis d'impôt dans lequel il sera informé du montant du prélèvement, du montant des acomptes contemporains qui seront prélevés, et ensuite le contribuable paiera également le solde de l'impôt dans le cadre de cet avis. Et ensuite, l'administration fiscale, sur la base de l'avis, communiquera le taux de prélèvement à l'entreprise, et l'entreprise aura l'obligation de collecter le prélèvement, la retenue à la source sur la base de ce taux et de le reverser à l'administration fiscale. Donc on voit que effectivement la base de la relation au niveau de l'impôt sur le revenu restera finalement entre le contribuable et l'administration fiscale. L'employeur ou la caisse de retraite n'est qu'un tiers collecteur. Et c'est tout. Ils n'auront aucune influence sur le calcul du taux de prélèvement, l'établissement de la déclaration d'impôt sur le revenu, etc. Les contribuables déclaraient jusqu'à présent seuls les revenus et payaient seuls leur impôt sur le revenu. Donc jusqu'à présent, maintenant, l'entreprise et les caisses de retraite sont impliquées dans ce prélèvement de l'impôt, mais c'est toujours le contribuable qui déclare ses revenus et sa relation reste toujours avec l'administration fiscale. Donc les sanctions applicables aux tiers collecteurs, donc c'est-à-dire aux employeurs, caisses de retraite, etc., sont les suivantes. En cas de non-dépôt de la DSN, on a l'application d'une amende de 10% des retenues qui auraient dû être effectuées et déclarées. En cas de non-dépôt de la DSN dans les 30 jours d'une mise en demeure, l'amende est portée à 40%. Et en cas d'inexactitude ou omission dans la DSN constitutive de manquement délibéré, l'amende de 40% est appliquée en cas de retenue omise ou sur le montant des retenues omises ou inexactes. Par ailleurs, en cas de retenue précomptée sur les salaires et déclarée mais non reversée, on a une majoration de 5%. Donc si c'est déclaré dans la DSN mais que ça n'a pas été reversé à l'administration fiscale. En cas de revenus précomptés sur les salaires non déclarés dans la DSN et non reversés, on a une amende de 80% des revenus effectués et des poursuites pénales dans les cas les plus graves. Et en cas de divulgation du prélèvement communiqué par la DGFiP à d'autres fins que la retenue à la source, on a l'application d'une amende de 15% et 1 an d'emprisonnement. Parce qu'évidemment, les employeurs, dans le cadre de la mise en place de ce prélèvement, ont accès à des données personnelles de leur employé, qui est leur taux d'imposition. Et dans ce cadre-là, ils sont soumis à ce qu'on appelle la protection des données personnelles. Et en pratique, ils ne peuvent pas divulguer à d'autres personnes ce taux d'imposition. Et dans ce cadre-là, ils s'exposent à des amendes et à de l'emprisonnement. Donc le contribuable reste seul responsable de la modulation de son prélèvement. L'employeur ne pourra en aucun cas appliquer un taux différent de celui qui lui a été communiqué par la DGFiP ou à défaut le taux par défaut. Et si l'employé souhaite moduler ou contester le taux d'imposition auquel il est soumis, il devra dans tous les cas s'adresser à l'administration fiscale et en aucun cas à son employeur qui ne peut rien faire, qui ne peut que appliquer le taux qui est transmis par la DGFiP. Les sanctions applicables aux contribuables sont en cas de retard de paiement des acomptes ou du versement du complément, une majoration de 10% des sommes qui n'ont pas été versées. Donc, comme aujourd'hui, on a une application de 10% pour retard de paiement. Et en cas de modulation excessive du prélèvement à la baisse, on a une pénalité également de 10% sur la différence entre le montant qui aurait été effectué en l'absence de modulation et le prélèvement effectivement prélevé. Donc, on a une phase préparatoire qui va être mise en place pour permettre aux personnes tenues d'effectuer la retenue à la source de s'entraîner. On a la mise en place de ce qu'on appelle une phase de préfiguration facultative et une phase d'initialisation obligatoire. Donc, la phase préparatoire est subordonnée au dépôt préalable d'une DSN par le débiteur de la retenue à la source afin de disposer en retour du taux de prélèvement. Donc, au niveau de la phase de préfiguration qui est optionnelle, les collecteurs volontaires qui souhaitent s'entraîner à la retenue à la source pourront s'inscrire. Il y a déjà si vous allez sur le site impôt.gouv, en tant qu'employeur, vous pouvez déjà vous inscrire à cette phase de préfiguration afin de vous entraîner à la retenue à la source. Donc les collecteurs volontaires devront ainsi mentionner sur les bulletins de paie des bénéficiaires tout ou partie des informations suivantes à partir de septembre 2018. Donc le taux de prélèvement qui s'appliquerait, le montant de la retenue à la source,
le montant du revenu sur lequel la retenue à la source serait effectuée et le montant de ce revenu net du montant de cette retenue. Donc c'est une information, bien sûr, aucune retenue à la source n'est effectivement collectée puisqu'elle n'est pas encore mise en œuvre, mais ça permettra aux employeurs qui s'inscrivent, donc de déjà avoir une communication des taux via la DSN au cours du mois d'août, et donc de déjà donner à leurs employés, à titre d'entraînement, les informations relatives au prélèvement à la source, celles qui devront être appliquées à compter de janvier 2019. Mais c'est une pure simulation, aucune retenue à la source n'est effectivement collectée. Concernant la phase d'initialisation, cette phase est obligatoire. La phase d'initialisation va passer par le dépôt de la DSN en novembre-décembre 2018, qui va donner lieu à une mise à disposition du débiteur de la retenue à la source par l'administration fiscale d'un compte rendu comportant le taux du prélèvement. Donc ça signifie que la DGFiP, dans le cadre des DSN novembre-décembre 2018, va transmettre aux collecteurs, donc aux employeurs notamment, les taux de prélèvement qui devront s'appliquer obligatoirement aux retenues versées à compter du 1er janvier 2019. Et pour les débiteurs qui ne sont pas soumis au dépôt d'une DSN, et bien dans ce cas-là, ils doivent déposer une déclaration spéciale en novembre 2018 ou au plus tard le 10 décembre 2018 afin que l'administration leur communique les autres prélèvements applicables à compter du 1er janvier 2018. Voilà, donc on en a fini pour cette présentation du prélèvement à la source. Je vous remercie pour votre attention. Alors, je ne l'ai pas précisé en début de séance, mais si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez le faire via le chat et j'y répondrai au fur et à mesure. Donc, pour l'instant, il me semble qu'il n'y a aucune question, mais si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser et j'y répondrai. En tout cas, je vous remercie pour votre participation et je vous souhaite une agréable journée. Voilà. Ah, apparemment, Monsieur Scharf a deux questions. Je vous écoute. Alors, oui. Alors, page 32 de la... Alors, Monsieur Scharf me demande page 32 de ma présentation dans le dernier paragraphe. Donc, je vais me rendre à la page 32. Concernant la régularisation une fois les revenus de l'année précédente connus. Oui. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez savoir à ce... Alors, concernant la phrase « et », oui, en fait, c'est les revenus de la dernière année, effectivement. C'est les revenus de la dernière année, pas de l'avant-dernière année, tout à fait. Parce qu'effectivement, au cours de l'été 2019, on va avoir la déclaration, enfin l'avis d'impôt sur les revenus de l'année précédente. Et donc, effectivement, les revenus de la dernière année étant connus par l'administration fiscale, eh bien, on aura une actualisation du taux et il sera transmis au débiteur. Alors, tout à fait, Monsieur Scharf, il sera tout à fait possible d'avoir ma présentation. Je peux vous l'envoyer par mail. Laissez-moi votre adresse mail via le chat et je vous l'enverrai par mail. Si d'autres personnes sont intéressées par la présentation, il n'y a pas de souci. Vous me laissez via le chat votre adresse mail et je vous enverrai la présentation en PDF.
Ben voilà, je vous remercie, Monsieur Scharf. J'ai votre adresse mail, donc vous l'aurez au cours de la journée. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur la présentation de manière générale? Ok, Monsieur Scharf n'a pas d'autres questions. Si une personne a d'autres questions, bah, n'hésitez pas à vous signaler assez rapidement. Sinon, effectivement, je vais mettre fin à la vidéo. Au revoir, Monsieur Scharf. Donc, apparemment, il n'y a pas d'autres questions. Donc, en tout cas, je vous remercie pour votre présence et bah, je vous souhaite une agréable journée.